Bonsoir à toutes et à tous. Un immense merci d'être avec nous ce soir. Et je dois dire d'abord quel plaisir j'ai à être en Martinique, ici dans la terre de résistance, là où le peuple martiniquais refuse de courber l'échine, refuse tous les asservissements et à bien des égards a montré à plusieurs reprises la voie à l'ensemble du pays. Alors je dois commencer par dire que je suis fière d'être la présidente du groupe où siège Jean-Philippe Nilor, qui, en plus de ses qualités d'orateur et de slammer, a gagné un vote extrêmement important. Puisque le 30 novembre 2023, c'était notre niche parlementaire, c'est-à-dire le seul jour où on peut choisir l'ordre du jour de l'Assemblée. Et lors de cette niche parlementaire, Jean-Philippe Nilor a gagné pour notre groupe une commission d'enquête sur la manière dont l'État gérait les risques naturels dans les territoires dits d'outre-mer. Alors, c'était une commission d'enquête, vous allez comprendre pourquoi je parle au passé, mais c'était une commission d'enquête qui était très importante parce que les territoires dits d'outre-mer sont aux avant-postes de l'humanité et notamment pour notre pays, la France. S'il y a 80% de la biodiversité française dans les territoires dits d'outre-mer, c'est aussi dans ces territoires qu'on retrouve les plus grands risques sismiques, les risques volcaniques, les tempêtes, les cyclones et j'en passe. Donc, cette commission d'enquête était très importante, non seulement pour qu'elle produise, avec des auditions, des recommandations sur ce qu'il fallait faire de la part de l'État dans les territoires dits d'outre-mer, mais elle était très importante aussi parce que là aussi, nous avions beaucoup à apprendre des territoires dits d'outre-mer sur des politiques qui se font déjà dans beaucoup des endroits et dont tout le pays aurait eu à apprendre parce que ce qui se passe ici en Martinique, ce qui se passe en Guadeloupe et dans tous les territoires dits d'outre-mer, ensuite se passe en Hexagone. Je vous donne un exemple. La crise de l'eau, le droit à l'eau qui n'est pas respecté. En Martinique, vous l'avez un peu avec 40% des fuites dans les canalisations. En Guadeloupe, ils l'ont énormément. Et ça ne tombe pas du ciel. En Guadeloupe, c'est parce que Veolia est venu, a pillé tout l'argent de l'eau et ensuite est reparti 70 ans après en signant un petit contrat avec les élus en disant qu'ils n'attaqueraient pas la filiale de Veolia et que Veolia n'attaquerait pas les élus. Et ils sont partis avec des canalisations où il y a maintenant 70% de l'eau qui est gaspillée et perdue au point que les gens sont sous tour d'eau et que des enfants ratent jusqu'à 1 mois et demi de cours par an parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Ça, c'est un exemple si nous arrivons à faire en sorte qu'enfin, on respecte un droit fondamental humain qui a été reconnu à l'ONU, c'est-à-dire le droit à l'eau. Eh bien, si ici est respecté le droit à l'eau, alors dans tout le pays, ce droit à l'eau sera reconnu parce que maintenant, en Hexagone, on se retrouve pratiquement tous les étés avec des villages sur lesquels il n'y a plus ce droit à l'eau et cette eau n'arrive plus. Et donc, nous devions apprendre avec cette commission d'enquête. Alors, je parle au passé parce que, même face à un sujet aussi grave que cela, qu'ont fait les macronistes, nous avons gagné la commission, ils ont donc réuni les députés qui devaient en être membres. Et lorsque vous avez gagné une commission d'enquête, il est normal que vous puissiez la présider ou en tout cas en mener les travaux. Eh bien, ils ont préféré, alors que les macronistes avaient voté contre cette commission d'enquête, mettre un macroniste à sa tête et un LR qui n'était même pas présent au moment du vote. Donc, ils ont décidé de saboter cette commission d'enquête, ce qui veut dire que même sur un sujet de vie ou de mort, qui est l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle, ils préfèrent faire preuve d'un sectarisme bête et crasse plutôt que de laisser des travaux se mener pour l'intérêt général humain. Parce que, je le rappelle, nous n'avons qu'un seul écosystème compatible avec la vie humaine, alors l'Union populaire fera en sorte que nous puissions faire la bifurcation écologique et faire en sorte surtout d'arrêter l'impunité des multinationales et d'arrêter l'empoisonnement du monde. De même, puisque nous voulons gouverner par les besoins, je suis honorée que Kevin Capron soit sur notre liste parce qu'il porte là aussi un sujet qui est essentiel pour la Martinique, mais pour l'ensemble du pays. Celui de savoir que la souveraineté alimentaire est non seulement souhaitable, mais elle est surtout possible. Et c'est ce que nous avons vu ce matin. Je laisserai Manon Aubry en parler. Alors, si nous sommes ici, c'est évidemment parce que, notamment, il y a une échéance électorale, en plus d'apprendre des rencontres que nous faisons avec les uns et les autres, à la suite de plusieurs déplacements qui ont été faits avec Jean-Luc Mélenchon, par moi et par d'autres, à d'autres moments, et de relations de travail que nous continuons.
Nous ne sommes pas seulement là pour vous demander de nous donner de la force. Alors évidemment que c'est important. Si je prends les eurodéputés que nous avons des eurodéputés de combat dont nous sommes fiers. Nous sommes fiers, par exemple, que Manon Aubry ait gagné sur le devoir de vigilance, c'est-à-dire mettre fin à l'impunité des multinationales qui violent les droits humains et, par ailleurs, qui commettent des écocides à tous les endroits de la planète. Eh bien, c'est Manon Aubry qui l'a gagné. De même, nous sommes fiers que Laïla Chebbi ait gagné sur la présomption de salariat des travailleurs, c'est-à-dire, vous savez, pour les travailleurs ubérisés à qui on ne donne pas les mêmes droits que les autres travailleurs, eh bien, à partir de maintenant, grâce au combat de Laïla Chebbi, eh bien, à partir de maintenant, ils seront présumés salariés, donc avec les mêmes droits que les autres. Nous sommes fiers que Younous Omarjee, eurodéputé issu de La Réunion, ait gagné le premier vote au Parlement européen pour reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. De même que nous sommes fiers que Marina Mezur ait rejoint le groupe et la délégation au Parlement européen, et notamment, elle a combattu le marché européen de l'énergie. Nous sommes le seul groupe à avoir intégralement voté contre, qui est celui qui est notamment responsable de vos factures, de l'augmentation de vos factures d'électricité, parce que là aussi, il n'y a aucune fatalité et on pourrait faire tout à fait autrement. Mais nous ne sommes pas seulement là pour cela. Évidemment que c'est important qu'il y ait des eurodéputés de combat et nous espérons que nous en aurions beaucoup et encore beaucoup plus. Nous sommes là, alors certains vont dire c'est électoralisme. Mais nous n'avons pas honte de dire que dans les élections, c'est le peuple qui décide à tout moment quelle direction on prend. Ça s'appelle même la démocratie, n'en déplaise aux macronistes. Et nous sommes fiers d'être de ceux qui disent que les seuls qui peuvent décider dans un pays, n'en déplaise au monarque présidentiel, eh bien c'est le peuple et le peuple seul. Parce qu'en France, là aussi Emmanuel Macron n'en serait pas content, mais en France, ce n'est pas le roi qui change de peuple, c'est le peuple qui renverse le roi. C'est toute l'histoire de notre pays. Alors, je vous dis, c'est bien plus que ça, parce que ce qui se joue dans cette élection européenne est bien plus que de choisir qui seront les gens qui iront combattre au niveau de l'Union européenne, même si c'est très important, encore une fois. C'est bien plus que ça, parce qu'ayez conscience que cette élection du 8 juin pour vous, du 9 juin pour l'Hexagone, du 8 juin est la seule élection nationale que nous ayons entre la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection présidentielle qui aura lieu en 2027. Et donc, c'est aussi l'occasion de commencer à envoyer des messages à Macron dont le règne est en train de se terminer bientôt. Donc, il faut impérativement faire en sorte que dans cette élection soient envoyés des messages très clairs, et notamment que nous n'en pouvons plus de la politique de souffrance écologique et sociale que fait ce président de la République, et que, de même, nous ne voulons pas de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce que Macron a besoin de Le Pen pour gagner au second tour de l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'il gagne à chaque fois, en utilisant l'extrême droite comme un chiffon rouge. Mais pire que ça, Macron a besoin de Le Pen pour faire passer ses lois. Alors ensemble, ils votent, par exemple, à l'Assemblée nationale, contre la hausse du salaire minimum. Ils votent ensemble contre la taxation des plus riches et notamment le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Mais ils votent ensemble pour augmenter les loyers, 2 fois de suite, plus 3,5% alors que les gens n'en peuvent plus. Et ils ont même été jusqu'à voter ensemble une loi immigration qui est la pire de notre histoire, puisque c'est la première fois que se retrouve dans la loi directement le programme de Jean-Marie Le Pen, notamment avec la préférence nationale. Et c'est même la première fois depuis 1945 que l'extrême droite vote favorablement sur une loi immigration. Même sous Papon, ça n'était pas arrivé. Donc, oui, Marine Le Pen est l'assurance vie d'Emmanuel Macron. Et donc, le 8 juin, nous devons à la fois battre les macronistes pour leur envoyer un signal très clair, mais aussi battre la Le Penie et l'extrême droite pour là aussi dire que nous ne voulons pas de cette fausse alternative et de cette arnaque. Alors, Macron nous fait la guerre. Vous avez sûrement vu, mais là, ils viennent d'annuler des crédits dans le budget qui n'a pas été voté, passé par 49.3, comme ils font avec la brutalité habituelle. Mais ils ont décidé de la pire cure d'austérité qu'a jamais connue notre pays. 70 milliards d'euros d'ici à 2027.
Et à chaque fois, ils en rajoutent des milliards, des milliards, des milliards. Alors, ils les trouvent jamais dans les poches des milliardaires, mais par contre, pour aller la chercher dans les gens du peuple et les gens les plus pauvres encore mieux, ça, ils sont spécialistes de ça. Et j'ai été assez frappée dans les rencontres que nous avons faites ici, puisque en France, nous avons une situation d'effondrement du système de santé. Mais vous, c'est au-delà de l'effondrement même. C'est après l'eau, encore pire. Et notamment une association qui fait un travail extraordinaire. Je ne sais pas si celui qui m'en parlait est là, mais je veux le saluer pour le travail qui en est fait. Nous raconter l'état de délabrement de la santé ici. L'état de délabrement de la santé, c'est par exemple n'avoir qu'un neurologue en dehors de l'hôpital sur l'ensemble de la Martinique, c'est-à-dire 380 000 habitants. L'état de délabrement, c'est avoir dans le sud un seul pédiatre pour 100 000 habitants. L'état de délabrement, c'est avoir des délais pour la cataracte qui peuvent attendre 2 ans pour une opération qui est très simple, au point que cet opticien me racontait qu'il avait vu 2 personnes décéder du fait de l'attente sur l'opération de la cataracte, parce qu'ils sont en attente, ensuite vous n'avez plus de lumière qui vient, la déprime, ils s'alitent, il y a des escarres, et les personnes décèdent. Pour un seul médecin, pour un seul opticien, pardon, 2 personnes qu'il connaît sont décédées du fait d'une opération extrêmement simple qui n'a pas été faite. Eh bien, lorsqu'ils vous parlent de milliards d'austérité qu'ils veulent refaire, ils ont encore enlevé des millions là dans le budget d'outre-mer, dans les crédits qui ont été annulés. Nous disons que nous irons chercher l'argent là où il faut, c'est-à-dire dans les poches des plus riches, pour faire en sorte qu'il y ait des services publics pour tout le monde, parce que le service public est la seule richesse de celles et ceux qui n'en ont pas. De même que je veux saluer le personnel des urgences psychiatriques de Martinique qui exerçait leur droit de retrait pour les conditions insoutenables dans lesquelles ils travaillaient, et par ailleurs envoyer un message de soutien et de fraternité à l'ensemble des fonctionnaires qui sont les seuls à faire tenir encore debout toute une partie du pays. Alors Macron nous fait la guerre, mais il ne fait pas la guerre seulement dans la politique qui est menée. Nous n'avons pas oublié qu'à chaque instant où le peuple s'est révolté contre les injustices qui étaient faites, nous n'avons pas oublié que la seule réponse qui a été apportée par le pouvoir, ça n'a jamais été des réponses politiques, mais toujours la même réponse, c'est-à-dire la matraque et la justice, avec une répression que vous avez connue, vous, dans les Antilles, de manière extrêmement forte. Je me rappelle, et nous nous souvenons tous, que lorsque les Guadeloupéens demandaient juste l'accès à l'eau au moment du Covid, puisque le premier geste barrière était de se laver les mains, rappelez-vous, et un système de santé digne de ce nom, eh bien, quelle a été la réponse de Macron? Envoyer le GIGN et le RAID, c'est-à-dire des forces anti-grand banditisme et anti-terrorisme contre la population guadeloupéenne. De même, nous n'avons pas oublié Kezia Nussier, qui est ce jeune militant anti-chlordécone qui a été tabassé parce qu'il essayait de protéger sa mère qui était molestée par les policiers et qui a eu le crâne fracassé, le corps tuméfié et qui a même failli perdre son œil avec cette répression extrêmement grave dont il a subi dans sa chair le fait de devoir se battre contre un scandale qui n'est pas un scandale du passé, mais qui est un scandale du présent et de l'avenir, puisque les sols et les terres et les eaux sont contaminés et empoisonnés pour 700 ans, ainsi que la chair de tout un chacun dans les Antilles. De même, nous n'avons pas oublié qu'en Martinique, c'est l'endroit où, là aussi, lorsqu'il y avait des grands mouvements pour demander à pouvoir être soigné dignement et ne pas être obligé de se vacciner, d'avoir juste la liberté de pouvoir le faire, nous n'avons pas oublié que directement sont rentrés des policiers qui ont gazé et soignants et patients dans le CHU de Martinique. Et enfin, nous ressentons ces relents de colonialisme qui reviennent quand nous entendons dans l'affaire Pinto qui, là aussi, provoque beaucoup de colère ici, quand nous entendons un procureur expliquer que s'il accepte d'aller jusqu'en Guadeloupe, alors il sera libéré. Nous ne pouvons pas accepter ça dans une république. Il ne peut pas y avoir de répression telle que celle-ci. Et je vous le dis avec l'Union populaire, les violents et les cow-boys seront sanctionnés. Macron nous fait la guerre et plus que jamais, nous sommes, nous, le camp de la paix. Et je voudrais dire aussi à quel point je suis honoré que sur notre liste européenne, et peut-être est-ce un argument qu'il faut aussi donner aux gens pour les inviter à aller voter le 8 juin.
à quel point je suis honorée que nous ayons Rima Hassan, militante qui a d'abord grandi dans les camps de réfugiés palestiniens en Syrie, puisque ses grands-parents ont dû fuir la Palestine suite à la Nakba, qui est ensuite devenue une intellectuelle et une juriste du droit international, et qui vient de rejoindre notre liste pour porter justement la voix du droit international et la voix de la paix. Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Ce qui est en jeu est vu de tout le monde. Nous savons, et ce sont les derniers chiffres de l'ONU, que plus d'enfants sont morts à Gaza en 4 mois que d'enfants morts et tués dans tous les conflits du monde en 4 ans. Le 26 janvier, la Cour internationale de justice a rendu une décision historique en disant qu'il y avait effectivement un risque génocidaire avec des mesures conservatoires à l'encontre du gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Aucune de ces mesures conservatoires n'a été respectée. Depuis le 26 janvier, nous avons un gouvernement d'extrême droite qui avait d'abord demandé à toute la population d'aller vers le sud. Et alors que toute la population est nassée vers le sud, n'a plus d'eau, plus d'électricité, plus de médicaments, plus rien. Eh bien, il annonce, et il dit qu'il n'y renonce pas, faire des opérations sur Rafah, où sont bloquées 1,5 million de personnes. De même que, depuis le 26 janvier, il utilise le blocus total au point que l'ensemble de la population à Gaza est sous menace de famine, c'est-à-dire qu'il utilise la famine comme une arme de guerre. Et si vous voulez comprendre le franchissement de seuil dans l'horreur qui a été franchi à Gaza, vous n'avez qu'à écouter le témoignage de ces soignants français qui ont été à Gaza à aider les médecins palestiniens. Ils se sont rendus à l'hôpital et lorsqu'ils sont revenus, nous les avons auditionnés à l'Assemblée nationale. Vous savez, les soignants choisissent leur métier parce qu'ils veulent aider les autres, parce qu'ils veulent soigner leurs prochains, sauver leurs prochains parfois. Eh bien, une infirmière qui était à Gaza nous racontait qu'elle avait vu un de ses collègues palestiniens s'effondrer en pleurs en revenant d'une mission. Et elle lui demandait ce qui n'allait pas. Et il lui racontait qu'il venait de sauver une petite fille de 8 mois, ce qui normalement est une bonne nouvelle. Mais il se demandait s'il avait bien fait de sauver cette petite fille de 8 mois. Parce que toute sa famille avait été tuée dans la frappe qui avait frappé leur logement, et donc elle se retrouvait sans famille, parce que dans l'explosion, elle avait dû être amputée de ses bras, et que maintenant, cette petite fille de 8 mois se retrouvait sans famille, et à vivre dans l'enfer de Gaza. Et il se disait que peut-être qu'il était dans le fait d'être au bloc et de devoir agir dans l'urgence, mais que peut-être il aurait dû laisser cette petite fille mourir. Quand vous entendez des soignants qui ont choisi leur métier pour sauver des gens dire cela, alors vous comprenez l'horreur qui est vécue actuellement à Gaza et le cimetière devant lequel nous parlons. De même, quand vous entendez des soignants dire des enfants, 4 ou 5 heures après leur naissance, meurent d'hypothermie. Et depuis que je suis revenue, je me dis que peut-être c'est mieux, parce qu'ils n'auront pas là aussi à vivre dans le cimetière qui est devenu Gaza. Nous sommes fiers d'être le seul groupe parlementaire qui ait refusé d'applaudir le soutien inconditionnel au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Je suis fier que nous ayons toujours parlé la langue de la paix et du droit international. De même, je suis fier que les Insoumis aient pris et continuent de prendre des initiatives pour la paix en se rendant à La Haye, justement pour soutenir la plainte de l'Afrique du Sud, gloire à l'Afrique du Sud, pour appuyer justement la plaidoirie que tenait l'Afrique du Sud. De même, Jean-Luc Mélenchon s'est rendu au Liban pour alerter sur le risque de guerre généralisée au Liban. Ensuite, c'est une délégation de parlementaires insoumis qui s'est rendue à Rafah, justement pour exiger le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et toujours, les insoumis ont pris des initiatives pour la paix. Nous continuerons de le faire. Et je veux vous dire ici que quelle que soit la manière dont ils essayent de nous salir, de nous flétrir, eh bien, nous ne nous tairons pas et nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Alors, le camp de la paix, puisque nous sommes dans l'ère caribéenne, je veux juste vous dire un petit mot sur ce qui se passe en Haïti. Parce que la France indépendante au service de la paix que nous souhaitons est celle qui aidera Haïti, bien sûr, en faisant attention de respecter entièrement la souveraineté d'Haïti.
Nous sommes effarés par le cycle de violence dans lequel est le peuple haïtien, et je veux redire ici toute ma solidarité au peuple haïtien, pour lequel nous avons, nous, la France, une dette historique et morale. Et je le dis d'autant plus qu'il y a peu, nous avons célébré le 4 février 1794, première abolition de l'esclavage qui avait été faite lors de la Révolution française, abolition de l'esclavage qui était sans indemnisation des colons. Eh bien, ce n'est pas la Convention de la Révolution française qui l'a fait en premier. C'était en premier dans la loi. Mais dans les faits, ceux qui ont aboli l'esclavage en premier, ce sont d'abord les esclaves eux-mêmes qui, par leur lutte, ont réussi à l'abolir, et notamment à Saint-Domingue, en Haïti. Et nous avons, nous demandé à ce que le portrait de Jean-Baptiste Bellé, premier député noir, député haïtien de Saint-Domingue à l'époque, qui a participé justement à la lutte qui a ouvert la voie à tant de monde, partout justement dans le monde, eh bien que ce portrait soit remis à l'Assemblée nationale et qu'il puisse trôner dans notre Assemblée nationale. Je le rappelle parce que tous ces êtres qui ont lutté au fil des siècles nous rappellent quelque chose de fondamental, celle de dire que la liberté n'existe pas sans ses défenseurs, et surtout celle de dire que, aussi sombre que soit la nuit, eh bien, il ne faut jamais ni céder à la résignation, ni à la fatalité. Vous savez, lors de la première abolition de l'esclavage, ceux qui étaient contre nous cessaient de dire « Mais vous vous rendez compte? À combien va être le sucre si on abolit l'esclavage? Combien ça va coûter tout ça ?» C'est toujours la même histoire. Dès que vous demandez des droits, on vous demande combien ça va coûter. Eh bien, je vous le dis, ce que nous apprend la lutte des esclaves, ce que nous apprend la lutte des femmes et des hommes qui ont lutté partout pour la liberté, c'est de continuer, de toujours continuer pour goûter à cette liberté. Alors, je terminerai en disant que la Martinique a déjà montré la voie au pays, notamment, et on vous en remercie, en votant à 53% pour Jean-Luc Mélenchon et le programme de l'avenir en commun. Et si la Martinique était tout le pays, eh bien Jean-Luc Mélenchon serait déjà président et nous aurions collectivement inventé un tout autre avenir. Alors, je vous dis juste que le 8 juin va se jouer une élection qu'ils espèrent toutes et tous sans le peuple. Nous pouvons déjouer ça. Si le peuple retourne aux urnes, alors nous aurons la force de tout changer. Et je veux terminer par une citation de quelqu'un que, ici, vous connaissez bien, Patrick Chamoiseau, qui dit d'ailleurs, « Porter la liberté est la seule charge qui redresse bien le dos. » Eh bien, redressez bien le dos, redressez bien la tête. Nous avons la force de tout changer. Courage, les amis!